Ingrid, je suis ravi de vous recevoir. J'ai lu votre livre cet été. Il s'appelle. C'est un livre qui est sorti il y a un an, mais il est toujours et plus que jamais d'actualité. Il s'appelle Manger du faux pour de vrai. Les scandales de la fraude alimentaire. Et c'est parfaitement édifiant. C'est-à-dire que j'étais conscient qu'on bouffait. Qu'on nous mentait sur la qualité des produits, etc. J'étais conscient que certaines huiles d'olive étaient frelatées ou que certains poissons avariés, on les bourrait aux hormones pour nous les faire manger. Mais à ce point, vous décrivez en fait une industrie souterraine. Vous racontez comment cette malbouffe rapporte aux mafias plus d'argent que la drogue. Enfin, tout dans ce livre qui est quand même assez épais fait réfléchir et donc ça fait tellement réfléchir qu'en 2002 est née une association qui s'appelle Foodwatch après le scandale de la vache folle en Allemagne. Et vous, en fait, vous êtes journaliste, salarié depuis combien de temps d'ailleurs ? Depuis le bureau français qui a été créé en 2013. Depuis 2013 de cette association, et vous enquêtez. Vous consacrez votre temps et votre énergie à enquêter sur ce problème agroalimentaire planétaire, sur cette industrie de la magouille et alors ça s'appelle Manger du faux pour de vrai parce que c'est un titre un peu compliqué à comprendre, mais c'est assez juste quand on vous lit. En plus en couverture vous dessinez une pomme avec une tomate trafiquée. Enfin, c'est la main de l'homme en fait. Le visuel c'est la main de l'homme en fait qui est intervenu. C'est pas une pomme lambda qu'on va trouver. C'est une intervention et c'est tout ça derrière l'enquête. C'est la main de l'homme. Ouais. C'est l'industrie de la fraude alimentaire qui touche absolument tous les secteurs, la restauration, les hypermarchés, l'industrie agroalimentaire, enfin, etc. Et on a l'impression que vous faites un travail de fourmi, donc c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Merci de m'inviter. On va prendre notre temps, de toute manière, c'est vraiment un sujet qui est tout le temps d'actualité, quoi. Comment vous avez démarré ? D'abord, c'est quoi votre parcours de journaliste et comment et pourquoi vous rentrez dans cette histoire de malbouffe ? Ça, c'est le résultat de plusieurs années d'investigation. Moi, j'ai un parcours de journaliste et j'ai eu l'occasion en 2012 de rencontrer le fondateur de Foodwatch, qui est un Allemand, qui était l'ancien numéro 1 de Greenpeace International, qui a effectivement créé Foodwatch en 2002. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que cette ONG, qui est une ONG complètement indépendante, puisque c'est l'ancien numéro 1 de Greenpeace International, donc l'ADN, on en a hérité, même si on est complètement indépendant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette ONG se reposait sur le travail de journaliste, le travail d'investigation en profondeur pour faire émerger des sujets. L'objectif de Foodwatch, c'est de militer pour une alimentation saine, pour la transparence, et puis aussi d'être un contre-pouvoir face aux lobbies très puissants de l'industrie agroalimentaire, qui sont très opaques. Oui. Et puis, avec des multinationales, avec des leaders, et puis, en fait, personne pour les challenger. Alors, c'est financé comment, Foodwatch ? Foodwatch, c'est totalement indépendant. Donc on refuse toute aide publique. On est financé uniquement par les gens qui nous aident, qui nous supportent. Et donc c'est de gros budget quand même, puisque combien il y a de salariés de Foodwatch en France ? On est 7. Ouais. On est 7. Moi, je suis la seule à faire les investigations, mais on a un responsable de campagne, parce que derrière, l'objectif, c'est pas juste de sortir des informations et d'avoir des jolis articles. L'objectif, en fait, derrière, c'est de faire des campagnes. On a une directrice et un responsable de campagne qui sont plutôt, eux, sur le créneau du coup politique, qui vont au rendez-vous et qui façonnent les campagnes. Ce qu'on veut, c'est impulser un changement qui est favorable aux citoyens et aux consommateurs versus justement la toute-puissance des lobbies. Je ne vous connaissais pas, donc c'est une de nos amies communes qui est Élise d'Anticor qui m'a parlé de vos travaux. Et c'est vrai que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que ça ne traverse pas l'opinion pour l'instant. C'est-à-dire que malgré ce que vous dénoncez, malgré vos livres, malgré... ça existe, vous dites en France, ça fait presque 8 ans que Foodwatch est actif. Je ne vous connaissais pas. Enfin, j'ai parlé de vous autour de moi, les gens ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que c'est... Et pourtant, ce que vous dénoncez, ce que vous décrivez est absolument édifiant. Je ne sais pas par quel bout on peut commencer. Est-ce que de tous les exemples pourris de votre bouquin, il y en a un paquet quand même. Je sais pas, on pourrait commencer par le pire, peut-être par le thon, non, l'histoire du thon en Italie, ou comment la mafia s'est emparée de ça. Enfin, j'aimerais un exemple concret. Il y en a plein. Ou un truc plus récent que vous venez de découvrir, je sais pas. D'abord, je suis ravie du coup que vous nous découvriez. On a quand même 320 000 personnes qui sont abonnées à notre newsletter en France et qui du coup forment un groupe
qu'on mobilise. Je reviens là légèrement sur ça. Ces personnes sont avec nous et grâce à leur présence et leur mobilisation souvent sur des pétitions pour interpeller des gens, des entreprises avec nous sur les réseaux sociaux, ils forment un poids. Et ça, c'est quand même une force qui pèse. On le voit bien quand mes collègues vont au rendez-vous politique. Quand on vient avec une pétition qui est signée par 350 000 personnes, parce qu'on en a, ça fait un petit peu la différence et ça peut peser. Donc voilà, c'est quand même des sujets qui émergent de plus en plus. Et puis tout le monde mange, hein. Tout le monde est concerné. Donc a priori, tout le monde est concerné par nos révélations, nos enquêtes, et puis le fait qu'on défende leurs intérêts. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est un vrai changement politique. Alors après, les exemples les plus édifiants, ça c'est vraiment très très perso. Moi, tout m'a choqué. C'est pour ça que j'ai eu du mal en fait, à l'origine, le livre devait être beaucoup plus fin. Mais j'avais énormément de mal, et à un moment, j'ai dit à l'éditeur, écoute, j'en peux plus, c'est toi qui coupes, parce que je ne sais pas. Et finalement, il a dit, bon, allez, tout est intéressant. Ce que je vais faire pour que les gens se rendent compte, je vais lire les premières lignes de votre livre, et après, on rentrera plus concrètement dans les sujets. Dans les sujets. Et vous démarrez comme ça. Pendant des années, j'ai fait mine d'aimer ça. J'en ai mangé de faux aliments. Chaque fois, le bruit sec de la porte du four miniature, claqué d'autorité, constituait le top départ du festin le plus improbable. Des heures durant, mon fils, et plus tard ma fille, se régalaient à me gaver de fenouil vert fluo, mélangés par leurs soins à des bananes peu crédibles, accompagnés de leurs infâmes fromages inodores en plastique. Les minuscules couverts étaient rouges, j'aurais dû me méfier, y voir un signe. Mais mon bandit préparait le meilleur cappuccino invisible du monde. Oui, au four, tout est permis quand on a 3 ans. Et ma chipie jubilait de me faire avaler ces mélanges en toc détonnants. Tout en riant de leur malice, je savais qu'il s'agissait de jouer, aucun doute là-dessus. Ce qui est frappant quand on vous lit, c'est que, et c'est ce qui est grave, c'est que sur les appellations d'origine contrôlée, on ne peut pas avoir confiance, et que le trafic vient de là, que ce soit le vin, les légumes, les poissons, la viande, enfin tous les rayons sont concernés, toutes les catégories sociales aussi, j'insiste là-dessus, parce qu'on m'a beaucoup posé la question si on achète cher, si on achète bio, si on achète des labels de qualité. En fait, on n'est pas armés, vous et moi, les consommateurs, pour repérer la fraude à l'œil nu, c'est impossible en fait. Et pourtant, elle s'infiltre au vu des quantités que j'ai débusquées dans les frigos, dans les placards, c'est certain, quoi. En fait, il faut peut-être dire, si vous le permettez, en intro, ce qu'est la fraude alimentaire. Parce que vous et moi, vous avez lu le livre, moi je l'écris, donc on sait très bien de quoi on parle, mais peut-être que les personnes qui nous regardent l'ignorent. La fraude alimentaire, en fait, c'est des faux aliments. Pourquoi ? Parce qu'ils ne devraient jamais finir dans nos placards ou dans nos frigos, parce qu'ils sont contaminés, ou ils ont été mélangés, par exemple des viandes un peu contaminées qui ont été mélangées avec de l'eau de viande et qui partent quand même dans la chaîne alimentaire, parce que c'est des produits contrefaits. Alors ça peut sembler fou, on n'imagine pas qu'il y ait des produits contrefaits, et pourtant si, il y a quelques années, en périphérie de Paris, il y a eu une énorme saisie dans le cadre d'une grosse opération de faux cubes bouillons, donc des imitations. Il y a énormément de pesticides contrefaits en Europe également, donc tous ces produits contrefaits entrent aussi dans notre chaîne alimentaire. Il y a des produits qui trichent sur l'origine. Vous allez avoir du Made in France alors que c'est des tomates élevées sous serre au fin fond de l'Espagne ou du Maroc. Donc l'origine, on sait que la plupart des consommateurs sont prêts à mettre la main à la poche pour encourager, c'est le fameux patriotisme économique, pour encourager la production locale. Ça marche pour le vin aussi. Ça marche sur le vin, ça marche aussi pas mal parce que là où il y a de l'argent à se faire, de toute façon les fraudeurs y vont parce que c'est le premier motif en fait pour la fraude. Surtout ce qui est label de qualité, donc le faux bio. Faire passer pour bio des produits qui ne le sont pas. Tout ce qui est label rouge, AOP, IGP, il y a un produit sur 9 à l'échelle européenne qui n'est pas vraiment IGP, AOP, c'est beaucoup 1 sur 9. Et en France, on peut penser que c'est beaucoup plus parce qu'on a énormément de vin, fromage, je pense pruneau d'Agen, voilà, ce genre de choses. Donc il y a tous ces produits en fait qui réussissent à se frayer un chemin tranquillou, et je dis tranquillou et je le souligne, dans nos marchés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a très peu de probabilité pour ce qu'ils se fassent choper. Tout simplement, ce qui est en place leur permet allègrement de tenter le coup, et ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Tout le monde mange. Il y a énormément de demandes de plus en plus pour la qualité des labels. Les gens font attention, etc. Donc, ils s'engouffrent et l'offre ne suit pas parfois la demande. On le voit sur le bio. Vous parlez, par exemple, ça me vient la bouffe à la mozzarella.
en Italie. Alors ça, putain, moi j'en achète souvent. La fausse mozza qui était cuite, je vous enverrai les images, je pense pouvoir les retrouver ou les donner. Mais sur des espèces de tonneaux brûlés, et puis bon, ça passe. C'est-à-dire, vous pouvez raconter cette fraude-là à la mozzarella, c'était quoi, c'était où? En fait, c'était dans le cadre de l'opération Hobson. Ça, c'est super intéressant aussi. J'ai beaucoup creusé ça. Ça fait une dizaine d'années que cette opération existe. Personne n'en a jamais entendu parler, apparemment. Et la France y participe. C'est Interpol et Europol coordonnent des polices dans le monde pour faire, sur un laps de temps très limité, des opérations, justement, pour mettre la main sur des produits frauduleux alimentaires. Parfois, c'est ciblé. Ça va être sur l'alcool contrefait. L'alcool contrefait, c'est quoi? C'est des bouteilles remplies d'antigel. Clairement, quoi. Ah oui. Ben oui, voilà. Ça rend aveugle. Ça rend aveugle, malade, ça file des cancers. Enfin, c'est que des cochonneries, en fait. Et au vu des volumes, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il faudra aller traîner sur le site de Foodwatch et puis acheter le livre si ça vous intéresse. Non, mais la mozzarella, elle est faite avec quoi, cette mozzarella? Alors, j'ai pas le détail des ingrédients, mais quand j'ai vu les images, j'étais absolument dégoûtée. Moi, j'adore cuisiner italien. C'était ces espèces de tambouilles blanches qui cuisaient sur des espèces de tonneaux en fer et qu'ils asséchaient derrière des camions dans des conditions d'hygiène absolument déplorables. Et souvent, les images, vous n'en verrez jamais, des équipes françaises. Impossible. Mais en Italie, en Espagne et au Danemark, ils avaient aussi même une émission télé où ils montraient ces saisies-là. C'est absolument dégoûtant en termes d'hygiène. Et parfois, c'est tellement pointu, c'est-à-dire que la fraude, elle dure depuis tellement longtemps. Ils se sont fait tellement d'argent. C'est tellement juteux, ce business, que vous avez des images d'industrie. Je pense à de l'alcool contrefait, justement. Vous voyez les images, vous avez vraiment l'impression d'être dans une vraie usine. Et vous avez les fameuses étiquettes qu'on reconnaît. Ils les ont flottées, mais aux couleurs, on reconnaît le fameux whisky, et on dirait une vraie usine, c'est énorme, et donc ils ont les faux bouchons, les fausses étiquettes, et après ça part dans le commerce. Et si vous êtes restaurateur et qu'on vous propose ces produits à moitié prix, ben vous les prenez, en fait, et très facilement, comme je vous le dis, ça se ferait un chemin, quoi. Vous dites, à un moment donné, pour que les gens puissent comprendre l'ampleur du problème, c'est que pour les mafias, en particulier italiennes, mais c'est difficile de quantifier, parce qu'évidemment, on n'a pas de statistiques et de chiffres, mais selon vous, si je vous ai bien lu, l'argent de cette bouffe trafiquée que ça génère pour la mafia, c'est supérieur à la drogue aujourd'hui. C'est ce que les experts d'Interpol et Europol disent, parce qu'en fait, rien ne ressemble plus à une tomate qu'une tomate. En fait, aux frontières, ça passe. Un paquet de cocaïne, ça se fait un peu repérer. Mais le trafic de bouffe permet deux choses. Par exemple, si on prend le contrôle de la logistique, je pense au fameux marché de Fondi, j'en parle dans le livre. C'est un peu l'équivalent de Rungis, c'est un gros marché entre Rome et Naples, où deux mafias, la sicilienne et la napolitaine, la Cosa Nostra et la Camorra, étonnamment, alors que ça n'arrive jamais, ont décidé de se mettre d'accord pour prendre le contrôle de ce marché des fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que ça leur a permis de mettre la main mise sur les prix des agrumes, notamment, d'avoir main mise sur la logistique, c'est-à-dire qu'après, ils ont des camions qui sont allés inonder toute l'Europe et alimenter peut-être nos supermarchés, qui sait. En tout cas, en Allemagne, oui, ça c'est sûr, il y a eu énormément de collusion entre les supermarchés allemands avec des fruits frelatés, non, pas piqués. du tout. En fait, il n'y avait aucun problème avec ces fruits. Ils étaient tout à fait comestibles et ils n'étaient pas impropres à la consommation. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il y a un vrai business pour que des mafias s'intéressent au marché des fruits et légumes alors qu'ils ont d'autres choses à faire quand même et à se préoccuper. A priori, leur vie quotidienne n'est pas de gérer de la logistique et des fruits et légumes, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Pourquoi ? Parce que ces camions, potentiellement, peuvent aussi avoir des doubles fonds. Qui permettent d'autres trafics. Et puis aussi, on le sait, je pense que c'est l'agence de l'ONU qui travaille sur la prévention du crime organisé, qui a dit que 1% seulement de l'argent à blanchir ou blanchi est intercepté, 1% seulement. Ça fait 99% qui peut partir comme ça dans des
Donc là, dans l'exemple dans des activités finalement illicites. Dans l'exemple que vous citez, on va dire, de noyautage par la mafia de ce marché, c'est pas un problème de santé publique, là, c'est un problème... Pour le coup, non, c'était une mainmise en fait du business pour montrer que finalement, des gens qui sont dans des activités criminelles, donc ils font pas que ça, il y a aussi du trafic d'êtres humains, etc., s'intéressent à contrôler des circuits et font parfois aussi du business avec des produits qui seraient pas très impropres à la consommation, mais qui vont rentrer quand même, ou ils prennent le contrôle de chaînes de supermarchés. La mafia en Italie a fait ça, et notamment en Allemagne. C'est également en Italie que vous racontez l'histoire du thon avarié. C'était une affaire espagnole. C'est espagnol. Vous pouvez raconter ça? Oui. En fait, ça a duré pendant des années. Il faut savoir que le thon, quand il est pêché en mer, selon l'équipement du bateau, il va prendre une couleur qui va changer très très vite. S'il est sur un bateau qui est bien équipé avec des températures très très basses, il va garder sa couleur rose, sexy, qui donne envie. Sinon, il va très vite devenir brun. Ça ne veut pas dire qu'il est plus bon à manger, mais c'est un thon qui va être destiné aux conserves, en fait. C'est la couleur du thon qu'on voit dans les conserves de thon. Alors, ce que les fabricants ont réalisé, c'est que le thon frais, forcément, se vend beaucoup plus cher. C'est 3 à 4 fois plus cher et c'est beaucoup plus intéressant économique. Donc, quand les poissons arrivent et qu'ils sont déjà bruns, parce que parfois ça dure quelques jours, la pêche, quand ils arrivent au port, ils se sont dit « mais non, mais on va se faire un maximum d'argent, on ne va pas les laisser bruns ». Donc, ils ont inventé un système qui a duré pendant des années, où ils avaient des usines avec des machines qui ressemblent étonnamment à ce qu'on a dans les aéroports où on scanne vos bagages, là. Sauf qu'à l'intérieur de ces machines, il y a des aiguilles, en fait, qui piquent les poissons, qui passent, et qui, à coup de nitrite, c'est complètement illégal, hein, c'est interdit par la réglementation parce que c'est potentiellement dangereux pour la santé, piquent les poissons, et d'un coup de baguette magique, finalement, ils retrouvent leur couleur super sexy. Et dans les saisies, et lors des perquisitions dans ces usines, les inspecteurs espagnols ont trouvé des affiches où clairement, en fait, c'était extrêmement cynique. On expliquait comment d'un poisson tout moche, pas terrible, on pouvait à la fin avoir un poisson rose à souhait et qu'on a envie de manger. Alors c'est problématique parce que ces traitements, non seulement c'est interdit, mais ça engendre un développement d'histamine qui provoque des fortes réactions allergiques qui peut vous emmener à l'hôpital, voire à la mort dans les pires cas. Et pendant des années, en fait, il y a eu des épidémies, des hécatombes en France, en Italie, en Espagne. Ça a duré très très longtemps et il a vraiment fallu attendre un bon moment avant que la commission... Des hécatombes, des gens mouraient? Non, hécatombes d'épidémies, de maladies liées à l'histamine, parce qu'en fait... L'air de rien, Denis, quand les gens sont intoxiqués alimentairement, il y a très peu de gens qui vont aux urgences. En fait, ils se disent on a mal au bide, on va pas être bien et on reste un jour ou deux à la maison et ça passe. Pour que l'information remonte, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent à l'hôpital et qu'à un moment on se dise oups, là il se passe quelque chose. Et donc là, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de cas qui semblaient liés à ça et c'est ainsi que l'information dans les différents États membres est remontée et que la Commission a fini par un petit peu serrer la corde en disant non mais qu'est-ce que vous faites en Espagne, c'est pas possible quoi. Et donc et on pense que ça perdure. Il y a encore des systèmes. Je rêve, c'est dans votre livre que j'ai lu que parce que là le poisson est noirci, il est pas très bon, on lui balance des nitrites, mais il est pas forcément avarié. Non, il n'était pas nécessairement avarié, mais il y a aussi, dans le livre, je raconte effectivement, parce qu'il y a eu des écoutes que j'ai pu lire, j'ai travaillé avec des journalistes d'investigation en Espagne, et j'ai pu lire les écoutes, c'est absolument hallucinant, parce que en fait, l'entrepreneur avait des poissons effectivement avariés, et les ouvriers dans cette usine racontent que leurs mains leur brûlaient, leur piquaient tellement, ils étaient dans un état de décomposition absolument atroce, et pourtant, au téléphone, leur boss le disait non, mais c'est pas grave, tu vas le piquer, tu coupes un petit peu les morceaux pourris et hop, ça repart. Et ça repartait, en fait. Ça repartait. Donc, c'est assez affolant. Oui. Non seulement ça peut être vendu comme poisson frais, mais ça c'est aussi... Après, ça passe beaucoup mieux dans les plats cuisinés, les paellas, ce genre de trucs. Moi, ce qui m'affole, c'est les sushis. Est-ce que, de temps en temps, ça finit pas dans les sushis? Quand c'est cru, ça peut... Vous avez des histoires de sushis comme ça, vous avez pu retrouver? France, non. Que dans les hypermarchés, il y a de plus en plus de plateaux de sushis qu'on achète. Ils sont moins bons d'ailleurs généralement que... Et d'ailleurs, si vous regardez les thons et qu'il y a des petits trous, ouais. Vous pouvez être certain qu'ils ont été piqués. Mais pour ça, il faut voir la pièce en fait et regarder. Oui, bien sûr. Mais on les repère, les petits trous, ça se voit. D'accord. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des supermarchés, qu'est-ce que vous en pensez de
de leur contrôle, de leur attitude, etc. Parce que vous les citez tous, hein, Lidl, Cora, Carrefour, enfin vous avez... La liste est longue. Est-ce qu'ils se valent tous ? Est-ce que Foodwatch trouve un écho dans ces multinationales de la bouffe, ou enfin dans ces hypermarchés, ou alors quel est leur degré de complicité de complicité par rapport à tout ce trafic ? Le bouquin est truffé d'exemples où effectivement je les égratigne. Alors on parle avec eux, hein, on a des relations. Mais à Fleury-Moucheté, enfin vous y allez pas au bazooka, parce que moi je me dis mais c'est pas possible. Moi je trouve que si, parce que par exemple si on vient sur le scandale de la viande de cheval, c'est Findus. On a appelé ça Findus parce que c'est la première marque qui a dit qu'il y en avait dans ses lasagnes. En Angleterre, après il y a l'histoire Spanghero en France. Ça a été découvert à l'origine en Irlande, et c'est parce que l'Irlande a eu une alerte sur un simple contrôle. C'est parti de là en fait. Cette histoire, c'est assez hallucinant, et c'est parce que c'est les Irlandais qui ont mis leur nez dedans que ça a fait tache d'huile après. Il y a des enquêteurs qui nous ont dit si ça avait démarré en France, vous n'en auriez même jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que les Français masquent Parce qu'on a tendance à étouffer. C'est ce que j'ai découvert en enquêtant et en sollicitant pas mal les autorités ici. Il y a quand même un tabou, une opacité. On n'a pas du tout envie de révéler ça au grand jour. En Irlande, en fait, ils avaient fait la viande de cheval, ils avaient fait des tests en routine sur des steaks hachés. Et ils ont découvert qu'il y avait du cheval dans l'ADN de viande. Alors, ils ont halluciné parce qu'ils ne mangent pas de cheval en Irlande, mais vraiment pas du tout, donc ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, ils ont détricoté ça, ils ont fait plus de contrôles, et ils se sont rendus compte que c'était un vrai réseau organisé. Ils se sont rendus compte, en remontant, que ça partait de France et que c'était beaucoup plus gros que ce qu'ils relevé, ça, pensaient. Ouais. Et que, du coup, le transformateur en France, puis ils sont remontés à Spanghero, qui était dans l'Aude, dans le sud de la France, ils se sont rendus compte que c'était global, c'était mondial. Il y a 13 ou 15 pays qui ont été concernés, des tonnes et des tonnes de produits. Ça a duré très longtemps. Et là où je veux en venir, c'est que... Les lasagnes aussi étaient... c'est ça, c'est ces fameuses lasagnes. Là où je veux en venir, c'est que toutes les marques... J'ai assisté au procès Spanghero, qui a eu lieu en début 2019 à Paris. Toutes les marques ont dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ? On ne savait pas, on a été victime. » Les supermarchés, pareil. Or, il faut savoir, Denis, que la réglementation, elle est très très claire. Quand on est un fabricant alimentaire, vous êtes obligé de vous assurer que ce que vous commercialisez est conforme à la réglementation, et deux, ne menace pas la santé du consommateur. C'est vraiment une obligation qui pèse, particulièrement depuis la vache folle 2002. On a une réglementation qui s'appelle la 178/2002, qui est extrêmement forte et qui fait peser pas mal d'obligations sur les fabricants. Avec la viande de cheval, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est tombé des nues, tout le monde a dit on savait pas, etc. Au procès, il était évident que ils devaient savoir, on contrôle, on fait des audits. Avec les prix aussi bas de la viande, c'était impossible que ça soit du bœuf. Mais tout le monde est tombé des nues en disant « Oh, on ne savait pas, on a été victime. » Or, il aurait fallu que tout le monde fasse des tests. Depuis lors, maintenant, ça existe, des tests sur l'ADN de la viande. Et s'assure finalement que ces produits étaient conformes. On peut penser qu'ils les ont faits, mais qu'ils ont peut-être préféré cacher, ou ils les ont pas faits et ils se sont pas assurés finalement que les produits étaient conformes et donc respectaient la réglementation. Et je les épingle tous. La grande distribution, parce que tous, ils ont fabriqué des produits avec leur marque distributeur, tous, ils ont commercialisé ces produits, et finalement, on n'a jamais eu accès à la liste exhaustive des produits dans lesquels ce cheval s'est retrouvé, ce qui n'est pas le cas de mes collègues hollandais, parce qu'on est présent dans plusieurs pays européens. Foodwatch Hollande, elle a obtenu la liste exhaustive. Moi, je l'attends encore et je la demande et on me l'a refusée en France. Mais qui vous la refuse ? Les autorités françaises, la répression des fraudes, ils ne veulent pas nous la donner, ils l'ont. Et pourquoi ils ne veulent pas la donner ? Ils ne veulent pas la donner pour des raisons qui m'échappent totalement. Et c'est pour ça qu'on parle de tabou et d'opacité. C'est une complicité entre Bercy et puis les marques ou les hyper ? Si on ne peut pas parler de complicité, en tout cas, on peut parler de complaisance. Ils n'ont pas envie, en fait, d'égratigner. Ils n'ont pas envie d'égratigner l'industrie agroalimentaire. Or, nous, il nous semble que pour redorer la confiance des consommateurs, qui est quand même très mal en point depuis différents scandales. Ceci dit, on est dans des tels rythmes de consommation et puis le bio, vous le savez très bien, c'est assez cher, sauf si on consomme local, ce qui est une autre question. Mais là, c'est sûr que quand on lit votre bouquin, et je me suis posé aussi la question, là vous parlez de la viande, c'est vrai qu'en faisant des recherches ADN, on arrive à savoir si effectivement
on peut contrôler, mais ça coûte assez cher de faire ces recherches ADN d'une manière un peu systématique. Mais il y a des produits, en vous lisant, je me suis dit, mais comment, par exemple, je pense à l'huile d'olive, par exemple, qui est trafiquée, comment, est-ce que c'est facile à démontrer que l'huile d'olive est impropre à la consommation? Parce qu'au goût, il y en a qui ont, enfin, les goûts sont assez différents, mais on peut comment dire, les hyper ou les contrôleurs dans les hypermarchés peuvent être réellement trompés par un certain type de produits. Il y a des produits qui sont plutôt indécelables ou pas. Enfin, Sur l'huile d'olive, il y a différents types de fraude. Il y a, je le raconte, il y a la fameuse huile de tournesol qui coûte 1 euro le litre et qui, une fois teintée avec de la chlorophylle, se transforme de manière magique en huile d'olive qui est vendue 10 fois plus cher. Et elle ne va pas être impropre à la consommation, mais c'est juste que vous êtes complètement trompé, en fait. C'est complètement illégal de vous vendre un produit qui et vous, vous quand dit... vous goûtez, on mais moi, je n'ai pas goûté cette fameuse... Parce que je me dis, mais comment on peut... Enfin, en même temps, c'est de l'huile, quoi. Enfin, elle est verte, donc... Oui, vous n'allez pas en mourir, mais c'est juste que vous avez payé 10 euros pour une huile d'olive qui n'en est pas. Donc là, c'est quand même une fraude assez conséquente. Et là, pour le coup, c'était un gros réseau criminel qui avait été démantelé. Ça durait... Je ne sais pas si c'était mafieux, mais c'est criminel, c'est-à-dire qu'il y a une vraie intention de nuire de toute façon, avec des réseaux organisés, avec des complicités, puis c'est transfrontalier. Et puis, on le sait, il y a des pays où, en fait, il n'y a pas vraiment d'unité dédiée au contrôle de tout ça. Il y a d'autres fraudes sur l'huile d'olive, ça peut être faire passer du bio pour du bio alors que ça n'en est pas. Et puis, il y a toutes les imitations de marques, les labels de qualité, ce genre de choses. Et puis, il y a effectivement la triche qui consiste à faire passer pour de la vierge extra, qui est le top, qui est quand même la plus chère, une huile d'olive qui n'est pas terrible, voire lampante, et qui ne devrait pas être consommée. Et là, en fait, pour la détecter, il y a des laboratoires et des gens qui sont formés. Il y a 2 tests. Il y a un test qui va être purement chimique. En termes d'acidité, on va mesurer des composants de l'huile. Et puis, c'est le goût. Et c'est vraiment ces deux tests qui vont permettre de définir la triche sur l'huile. Et ce qui se passe dans ces cas-là, Denis, c'est qu'en imaginant qu'on découvre que les huiles, finalement, elles n'étaient pas si bio, ce qui va se passer pour nous, citoyens, et ça, c'est quand même important, et c'est ce que je vais mettre en lumière dans le bouquin, c'est que tout ça va être très opaque pour nous. Ce qui va se passer, c'est que soit les huiles d'olive qui étaient censées être bio sont déclassées et repassent en conventionnel, donc ni vu ni connu, mais elles restent sur le marché, soit elles vont être retirées en catimini du rayon et on n'en saura jamais rien, en fait, parce que comme il n'y a pas un dommage potentiel, un risque pour la santé, en fait, tout ça est géré. Et la plupart du temps, les fraudes sont gérées comme ça, de manière opaque en interne par les industriels. Aujourd'hui, si un industriel détecte une fraude, parce que je ne suis pas en train de dire, la thèse de mon livre, c'est pas de dire tous les industriels sont des grands méchants et fraudent allègrement et attention, parce qu'ils peuvent aussi être victimes sur leur chaîne d'approvisionnement, surtout quand les chaînes sont longues et qu'il y a différentes ingrédients. Je vous coupe, mais une seconde, mais ils auraient plutôt intérêt à collaborer. Moi, je suis Michel-Édouard Leclerc. D'ailleurs, si tu m'entends, Michel-Édouard, je vous inviterai à... vous êtes un label de qualité pour l'hypermarché qui signe un deal, enfin un contrat avec vous en disant voilà, tous nos produits sont... Après, ça vous demanderait plein de boulot sans doute, mais je veux dire, ils ont un intérêt, surtout aujourd'hui, où s'ils se prennent un shitstorm à cause d'une affaire Findus, etc., ça peut couler des filières entières. Donc, ils auraient plutôt intérêt de collaborer avec Foodwatch. Or, on a quand même l'impression que pour tous ces industriels, vous êtes une emmerdeuse, quoi. Vous particulièrement, et Foodwatch derrière vous. Non ? Effectivement, en fait. Mais je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils collaborent nécessairement avec nous, mais déjà avec les autorités, ça serait top. J'ai été pas mal dans des conférences pour professionnels. Il y a une vraie hantise du prochain scandale qui va leur tomber sur le coin de la figure. Pour l'instant, ils réussissent à gérer. Il y en a, je parle de pommes qui étaient pourries à la patuline, mais qui sont quand même rentrées dans des compotes, dans des jus. C'est quoi ? C'est une bactérie, en fait, qui fait que le produit était complètement impropre et ne devait pas être consommé. Donc, il y en a eu plein récemment, et on les sent fébriles dans ces conférences. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour les industriels, quand ils ont repéré une fraude sur leur chaîne, d'informer les autorités. Ça, pour nous, c'est scandaleux. Et j'ai parlé à un nombre d'experts partout en Europe, dans des unités qui travaillent sur ça, qui enquêtent sur les fraudes alimentaires, pas en France, pas trop, un petit peu, mais pas trop. Des équipes pluridisciplinaires qui disent, mais le problème, c'est que c'est gros, qui savent en fait où est la fraude, comment elle se développe, qui sont les acteurs, d'où ça part. En fait, ils ne remontent pas l'information aux autorités. Et nous, ça nous aiderait à cartographier. Parce que le souci qu'on a avec cette fraude, c'est qu'on est un peu en mode pompier. C'est-à-dire qu'on va agir une fois que ça se passe, mais on n'a pas fait la prévention. Et dans les pays où il y a des vraies unités dédiées, je pense à l'Irlande, le Danemark, l'Angleterre,
un peu plus l'Italie. Dans les pays où on s'en soucie, on cartographie à l'avance, on prévient. En Italie, si vous avez une mauvaise saison des pluies, ils savent à la louche dire, bon, la récolte des olives ou du vin, ça va frauder là, parce que les volumes, ça va pas coller avec les prix. Et ils savent en fait, ils savent anticiper. Quand il y a des problèmes sur la... Ils font venir du vin d'ailleurs C'est ça, ils font des mélanges, ou ils déclarent pas... Oui, c'est ça. Et donc, tout ça permettrait aux autorités de bien faire le job, de cartographier, d'avoir des systèmes de prévention et peut-être aussi de collaborer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que des grandes marques développent leurs petits labos de leur côté, gardent les infos pour eux et essayent de gérer ça au mieux. Mais effectivement, ils ont peur du prochain scandale. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pomme. J'aime bien avoir des exemples concrets. Avec une pomme pourrie par une bactérie, donc qui d'aspect ressemble pas à une autre pomme ou elle est, et c'est à l'intérieur. Enfin, comment d'une mauvaise pomme on fait une bonne pomme? Là, visiblement, c'était un problème de... Je crois que les pommes se faisaient passer pour bio, me semble-t-il. Et puis, en vrai, elles n'étaient pas européennes. Je crois qu'elles venaient de Serbie ou quelque chose comme ça. Et puis, elles étaient bien attaquées par la patuline. Donc, elles ne devaient pas être commercialisées et mangées. Et ça a duré pendant des années avant que ce réseau soit démantelé avec des quantités folles. Donc, des fabricants français ont eu recours à cette matière première pour les compotes, pour les confitures, etc. Donc, c'est parti dans la chaîne alimentaire. Mais vous et moi, on n'en a jamais rien su parce que aujourd'hui, on est dans une situation où on nous donne pas les infos sur les marques, les fabricants qui trichent. Et par exemple, moi ma compote de pommes, je peux citer la marque. Je prends Andros, par exemple, c'est une grosse compagnie. Est-ce que avec une compagnie comme ça, pour une histoire comme celle-là, est-ce que vous avez des contacts? Parce que là, je parlais des hypermarchés tout à l'heure, mais avec ce genre de multinationales ou de grosses boîtes, est-ce que vous collaborez? Est-ce qu'ils sont un peu transparents ou est-ce que non, mais en fait, toutes les marques ont peur du risque réputationnel, en fait. J'insiste sur le livre que c'est pas nécessairement une volonté pour eux de tricher, mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation de s'assurer qu'ils sont blindés contre la fraude. Aujourd'hui, on a dans l'alimentation ce qu'on appelle le pack hygiène. Il y a une obligation pour les fabricants alimentaires de s'assurer d'un certain nombre de choses pour que ce qui rentre dans la chaîne alimentaire, hygiéniquement, soit irréprochable sur le nettoyage de l'usine, sur les produits, etc. Sur la fraude, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas un pack fraude. Je vais vous lire encore, parce que c'est un passage intéressant, c'est au début de votre livre. Vous donnez les 10 bonnes raisons de frauder, quoi. Alors, la première, c'est parce que c'est rentable, évidemment, l'appât du gain. Là, en vous lisant, on comprend qu'il y a beaucoup de pognon à se faire. La seconde, c'est parce qu'on a le champ libre. Alors, pourquoi se gêner? La troisième raison, c'est parce que c'est plus fort que tout, la récidive. Donc, c'est-à-dire, une fois que ça a marché une fois, on se dit, putain, le fameux trader hollandais qui était impliqué dans l'affaire Spanghero, la viande de cheval, en fait, ça fait des années qu'il trichait, en fait, et qu'on le savait, qui magouillait avec le cheval. Donc, à un moment, si on le laisse, même après Spanghero, même après le scandale qui a eu lieu en France, là, 2013, il est allé renouveler son business en Espagne, donc il n'a pas été arrêté, et il faisait déjà des magouilles depuis 2002. Donc, la récidive aussi est réelle, quoi. En quatrième point, vous dites pour diversifier ses activités criminelles et blanchir de l'argent. En cinquième point, parce que les catastrophes naturelles et le climat impactent sur l'offre et sur la demande. Donc il y a une sorte de pénurie qui est palliée par ces types de fraudes. Vous dites parce qu'on est obligé, ça veut dire quoi, la sixième point, parce qu'on est obligé? Alors ça, c'est le récit de quelqu'un qui s'est fait piéger par un réseau mafieux. Là, pour le coup, c'était en France. Il a racheté une boîte qui empaquetait, c'est un grossiste de fruits et légumes qui après été distribué sur les marchés de gros et les supermarchés. Et en fait, il s'est rendu compte d'une double facturation. Il ne pouvait pas fournir à ses clients la qualité que ses clients commandaient, mais les clients s'en foutaient en fait. Ils voulaient quand même qu'ils mettent les bonnes étiquettes qui vont bien pour qu'ils puissent vendre cher et que sur les factures apparaisse ça. Et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait un vrai trafic, que ça durait depuis des années, et lui, il n'était pas du tout à l'aise avec ça. Et puis surtout, en fait, il s'est aperçu quand il envoyait des mails, il se faisait insulter, il ne pouvait pas y avoir de traces, avec des labels de qualité, des choses qui inspiraient confiance. En fait, on lui demandait de tricher clairement. Et tous ses clients, ses interlocuteurs, lui demandaient de fermer les yeux et de collaborer à la fraude. Et donc, je comprends. Et donc, il a été un peu obligé, c'est-à-dire que tout un temps, il l'a fait parce qu'il venait de racheter la boîte. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais plus avoir un rond si je dis non. Mais il était très, très mal. Il a fini par collaborer avec les autorités en expliquant qu'il s'est fait piéger dans un réseau mafieux. Et ce qu'il m'a raconté, c'est que les autorités étaient très, très contentes d'avoir eu un peu des remontées d'infos parce que ça fait des années qu'ils essayaient de le coincer et de comprendre. Et ils ont réussi à démanteler le
Alors, c'est pas fini, je crois. Ça doit encore être jugé, c'est ce que j'écris. D'accord. Mais ouais, ils ont mis la main sur des données. En 7e point, vous dites parce qu'on se croit au-dessus des lois. En 8e point, parce qu'il est difficile d'éviter corruption et violation des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement. En 9e point, parce qu'on est dans une impasse. En 10e point, parce que les modes créent des opportunités. Des opportunités, ouais. Mais en fait, on se rend compte que derrière tout ça, il y a l'idée qu'il y a finalement très peu de risques pour les gens qui cherchent à frauder. Et oui, mais ça vaut vraiment le coup. Si on regarde les effectifs de la répression des fraudes, en fait, l'alimentation en France, c'est contrôlé à la fois par la répression des fraudes qui dépend de Bercy et aussi les unités qui dépendent du ministère de l'Agriculture sur tout ce qui est viande, pesticides, phytosanitaires, etc. Donc, c'est ces deux ministères qui organisent les contrôles chez nous. D'année en année, on assiste à un écrémage affolant. En fait, ces gens, il n'y a pas de recrutement, il y a des licenciements sur le long terme. Là, aux dernières nouvelles, il y a même un laboratoire, c'est les laboratoires publics qui dépendent, qui sont rattachés à la répression des fraudes, parce que à chaque scandale, on a besoin de s'appuyer sur eux. On l'a vu avec Lactalis, la salmonelle, les laboratoires pour la viande de cheval. Je pense le fipronil, le fameux anti-poux qui était aspergé sur les poules et qui s'est retrouvé sur des œufs qui sont partis partout dans l'alimentation. C'était un truc de fou. C'est un pesticide, ça? C'est un anti-poux, en fait. C'est un produit qui est interdit normalement dans la chaîne alimentaire, mais je trouve qu'il y avait des fraudeurs qui avaient trouvé ça sympa de traiter les volailles avec ce fipronil. Donc cet anti-poux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les colliers aussi anti-puces des chiens et des chats. Mais c'est interdit dans la chaîne alimentaire, absolument interdit, parce que ça a des vilaines conséquences pour la santé. C'est cancérigène, j'imagine? Je crois, oui, je sais plus, mais en tout cas, c'était bien pourri. Et ça a été massivement, pendant des années, aspergé sur des élevages. Et donc tout ça est rentré dans la chair de la viande, mais aussi dans les œufs. Et ces œufs frais sont partis sur tout le réseau européen. Et en fait, on n'a jamais su quel produit contenait ce fipronil. Et j'en parle parce que là, l'expertise des laboratoires publics est importante et il se dit que pour des questions de rationalisation, l'un sur les 9 actuellement, voire 2, va être fermé. Et donc plus ça va et plus on se rend compte qu'il n'y a pas la volonté politique en fait de se donner les moyens de s'attaquer à cette fraude et d'engager, parce que clairement, on manque de bras, quoi. Pour que ça passe comme ça, c'est une vraie passoire. C'est un exemple intéressant, cette histoire d'anti-poule, parce que c'est vraiment la raison d'être de Foodwatch, quoi, qui est née après le scandale de la vache folle, où là, finalement, après chaque épidémie, où il y a une sorte de prise de conscience, les médias s'y intéressent, et puis après, ça passe, quoi. Et on est en pleine pandémie en ce moment, où on pense que une des raisons de ce virus, c'est peut-être des élevages. D'ailleurs, où il y a dans les hypothèses, on ne sait toujours pas d'où vient le Covid, mais il y a ces hypothèses-là, quoi. Et finalement, si la bouffe était mieux contrôlée, je veux dire, on serait plus sûr de nous et on aurait plus de chances d'écarter ces risques d'épidémie, non? Oui, s'il y avait plus de moyens, clairement, on ne serait pas en mode pompier. Donc, attendre qu'une crise explose pour vite mettre les moyens. Franchement, la France, je tiens à insister parce que j'ai fait l'enquête au niveau européen, la France n'est pas la plus mal lotie. C'est pas oh là là, c'est horrible, en France, c'est atroce, on va tous mourir. Mais c'est qui la plus mal lotie en Europe? L'Italie, en fait, il y a un pays sur 3 en Europe, on est 27 là, qui n'a même pas d'unité dédiée au contrôle de l'alimentation ou de la fraude. Donc c'est assez affolant parce que le marché est ouvert, la libre circulation des marchandises, on voit bien qu'on reçoit des produits, vraiment surtout les produits de viande venant de Pologne, qui posent vraiment question, qui sont affolants. Ils sont devenus un gros monopole, ils ont de la main-d'œuvre bon marché, ils ont des industries de viande de pointe parce qu'ils ont beaucoup d'aide européenne, donc ils produisent bien, mais il y a pratiquement pas de contrôle. Donc non, la France n'est pas la plus mal lotie. On gère bien les crises, mais le problème c'est que c'est ça, c'est qu'on les gère. On n'est pas en mode prévention. Ouais. Et nous, pourquoi on milite, c'est cette prévention. Vous parlez de la viande, généralement dans les hyper ou même dans les restos, on a viande d'origine contrôlée, qualité France, ou d'ailleurs, qualité France, ça ne veut pas dire que la viande est française, ou enfin, il y a des terminologies comme ça. Est-ce que quand on a l'origine de la viande qui est décrite ou sur des barquettes en hypermarché ou dans des restaurants, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Ou est-ce que, parce qu'il me semble vous avoir lu que ce contrôle en fait de la viande qui vient de Pologne, elle peut très bien arriver en se disant que c'est la viande française. Il y a transformé, c'est ce qui s'était passé avec le cheval en fait. Ouais. C'était et là on est dans... en fait, normalement, mais ça c'est toujours un peu l'épée de Damoclès, il y a des contrôles et que vous avez triché sur l'origine, ça craint et ça craint pas. Parfois,
vous allez peut-être avoir un avertissement ou voilà un petit PV. Ça peut aller très loin. D'abord, il va y avoir des avertissements. Normalement, c'est correct. L'étiquetage, c'est complètement illégal de le falsifier, mais en réalité, on le voit bien quand on regarde les chiffres des enquêtes de la répression des fraudes sur la viande. Il y a énormément de magouilles parce que c'est cher, parce que la tentation de tricher est grande, parce que quand on mélange, je pense aux saucisses ou aux merguez, c'est facile de glisser autre chose que ce que ça doit être réellement. Et puis, de toute façon, il y a très peu de contrôle, donc ça vaut la peine d'essayer. Vous dites que, concernant la volaille, un vendeur sur 2 triche. Un vendeur sur 2, c'est énorme, hein. D'où vous sortez ces stats ça, c'est les stats des enquêtes qui sont datées, je ne sais plus quelle année. C'était une des dernières études de la répression des fraudes où ils se sont rendus compte qu'ils trichaient sur les noms des pièces. Il y a de la volaille qui est glazurée, qui est injectée à l'eau, sur la qualité, sur les labels fermiers. Voilà, il y a toutes sortes de fraudes. C'est vrai que quand j'achète un poulet, j'ai plutôt envie qu'il soit labellisé. Donc ce qui est compliqué, c'est que quand on vous lit, on se dit mais merde, même les labels sont. C'est-à-dire que c'est pas le label en quelque sorte, le label rouge ou un truc comme ça qui est en cause, mais c'est l'usurpation finalement. Ouais, c'est ça, c'est des faux labels qui sont faits, ou alors les contrôles. Effectivement aussi, les contrôles des labels ne sont. Ils trouvent, c'est comme quand on se drogue, quoi. Ils ont trouvé une manière de dissimuler leur falsification qui fait que ça passe, quoi. On est labellisé, donc le consommateur y croit, mais en fait, il se fait avoir. Et ça inspire confiance. Moi aussi, je suis un peu sensible à ça. Je regarde et puis j'ai envie parfois de soutenir des producteurs locaux. Et les gens pensent que s'ils vont mettre plus d'argent, c'est complètement OK et ça va être réglo. Mais non, pas du tout, en fait. Dans le bouquin, je raconte des produits qui, malheureusement, sont français. C'est pas pour épingler particulièrement les Français, mais c'est le cas. Les carottes des sables, qui ont un label rouge dans le Nord, pendant des années, les producteurs ont utilisé des pesticides interdits en France, interdits depuis des années. Et malgré tout, ils continuaient de les utiliser. Donc ces carottes partaient dans les supermarchés, sur les marchés, avec des produits interdits. Comment on s'en rend compte, par exemple, que des carottes sont bourrées de pesticides? C'est quoi les contrôles? C'est facile à contrôler? Ces affaires éclatent. Il y a différents biais. C'est ce qui s'est passé avec les fameuses tomates françaises les tomates cerises françaises qui n'étaient pas si françaises que ça. Il y a parfois un concurrent qui va dire non mais celui-là, je vais le balancer, c'est pas possible, quoi. Et puis après, les autorités font le job et remontent à la source. Ça s'était passé, c'était en Bretagne, un grossiste qui avait des gros contrats avec des chaînes de supermarchés. Et là, on revient à la grande distribution et leur responsabilité, qui commandent des tonnes de tomates cerises à tel prix. Et le grossiste, en gros, au tribunal a dit « Ouais, mais bon, la grande distrie, elle savait bien que je ne pouvais pas fournir des quantités à ce prix-là, que je ne les avais pas. Mais bon, ils ont fermé les yeux, donc je suis allée me fournir en Hollande, en Espagne, etc. pour quand même le fourguer. J'ai remis l'étiquette française qui va bien et c'est passé crème et voilà. » Donc on s'en rend compte parce qu'il y a des dénonciations, parce qu'il y a quand même des plans pluriannuels de contrôle. Je dis qu'il n'y a pas assez de contrôle, il y en a. Il y en a quand même, donc de temps en temps, on va s'en rendre compte. Comme ça, ou parce qu'en fait, il va y avoir des épidémies. C'est ce que je racontais avec le thon, où il y a des signaux d'alerte. Avec le lait Lactalis contaminé à la salmonelle, c'est ce qui s'est passé. C'est le ministère de la Santé qui a dit non, mais attendez, on a un souci là, on a plein de bébés hospitalisés, il se passe un truc. Ouais, là, c'est remonté grâce au ministère de la Santé, et, enfin les instances de santé publique, quoi. C'est comme ça, sinon on aurait. Alors que cette salmonelle, elle était dans l'usine depuis 2005, sinon on l'aurait jamais su. En fait. Je reviens aux hypermarchés qui sont quand même en matière de distribution de bouffe et de malbouffe, qui sont les premiers pourvoyeurs en termes de quantité. Est-ce qu'il y a une nécessité chez eux de contrôler ces produits? Vous parlez des carottes, vous parlez de la viande qui est bourrée aux hormones et des choses comme ça. Est-ce que dans chaque, je dis pas dans chaque hypermarché, mais dans chaque centrale d'achat, dans l'endroit où la bouffe arrive, est-ce qu'il y a des équipes, est-ce qu'il y a des salariés chez Carrefour, chez Leclerc, chez machin, qui sont chargés de ça en France? Est-ce qu'il y a une obligation ou pas? Oui, il y a des obligations. Est-ce que ces gens travaillent bien? Alors, c'est des autocontrôles, c'est ça le problème, c'est la fameuse autorégulation, c'est-à-dire que finalement, faute de moyens, les autorités publiques ont délégué une bonne partie de ce qui est la sécurité sanitaire aux entreprises en disant on vous fait confiance, mais faites le job, faites vos autocontrôles, assurez-vous que les produits sont conformes, c'est la fameuse réglementation que j'évoquais tout à l'heure, et quand il y a des fraudes, ils n'ont pas l'obligation de les faire remonter aux entreprises, donc ils vont gérer ça entre eux. C'est là où il faut changer la loi, quoi. Clairement, la solution, elle est vraiment politique, c'est qu'il faut une obligation. Le problème, et ça a été l'objet d'une proposition de loi, mais des gens qui étaient autour de la table pour discuter
cette loi m'ont raconté, et je l'écris. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que les labos, ils sont en première ligne, c'est-à-dire que les grands laboratoires, on a la technologie qu'il faut pour repérer les problèmes. Les laboratoires qui savent, qui voient qu'il y a une fraude, qu'il y a un danger pour la santé, etc., ils n'ont aucune obligation de faire remonter l'information non plus. C'était dans les tuyaux. On a voulu instituer ça par loi, et puis ils se sont rendus compte qu'il y en aurait beaucoup trop. En fait, les gens autour de la table se sont dit, mais non, mais comment on va faire? Qui va absorber ça? Parce qu'après, avoir l'info, c'est bien, mais il faut la traiter. En fait, c'est ça le problème. Ouais. Et on n'avait pas en face, en fait, l'équipe. Vous parlez de bêtes bourrées d'antibiotiques et de farine animale et d'hormones. Je pense à la viande, là. Je mesure mal la gravité de la situation par rapport à ça. Entre les farines animales, les hormones, donc c'est au niveau de l'élevage, et les bêtes qui sont bourrées d'antibiotiques, tout ça c'est interdit. Mais qui pratique ça? Est-ce que ce sont les éleveurs? Est-ce que ce sont des groupes mafieux qui s'immiscent dans la chaîne alimentaire, on va dire? Ou est-ce que ça se fait au niveau des hypermarchés, ce genre de truc? Moi, je ne peux pas vous dire que ça se fait au niveau des hypermarchés. Enfin, ils ferment les yeux, je veux dire. En fait, il faut qu'il y ait des contrôles pour le déceler, il faut que ces produits soient retirés, etc. On ne peut pas dire que c'est les hyper... Dans le cas des bêtes piquées aux hormones ou antibiotiques, je pense que vous évoquez peut-être les chevaux impropres à la consommation, parce qu'on pense que le fameux scandale de la viande de cheval est derrière nous. Ça se passe encore maintenant. Il y a eu des saisies énormes encore l'année dernière, des chevaux qui étaient des chevaux de course qui sont piqués avec des anti-inflammatoires pour pouvoir être extrêmement compétents sur les champs de course, et qui finissent dans les abattoirs alors qu'ils ne doivent plus le faire et terminent encore dans nos rayons. Oui. Et ça, c'est vraiment... Je pense à ça, mais je pense aussi aux viandes qui viennent aux animaux qui viennent du Canada avec les accords CETA, là, où au Canada, c'est autorisé les farines animales. J'espère pas me tromper en disant ça. Ouais. Et donc, comme on a des accords, ces viandes reviennent en France, alors qu'on dit... La farine animale et certaines farines animales sont interdites pour nourrir le bétail, alors qu'en fait, on en consomme quand même. C'est un très bon point parce que c'est un sujet sur lequel on bosse beaucoup. Je l'évoque, mais pas en profondeur. Allez sur le site pour en savoir plus. Les accords de libre-échange, c'est un vrai problème parce que c'est super technique. Franchement, les consommateurs qu'on peut croiser là ne savent pas ce que c'est, mais c'est très technique. C'est la Commission européenne, l'Europe qui fait des accords de libre-échange pour baisser en fait les tarifs d'échange. Et donc, on a fait ça avec le Canada, c'est le fameux CETA, et Mercosur, qui n'est pas encore tout à fait enterré avec les pays d'Amérique latine. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'objectif, c'est finalement de standardiser nos normes. Et dès qu'on a des accords comme ça, ce qui se passe, c'est que ça gèle nos standards. En Europe, on a les standards les plus élevés en termes de sécurité sanitaire et de production alimentaire, mais ces pays-là n'ont pas les mêmes standards que nous. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est la porte ouverte à d'autres produits. On l'a dit, il n'y a pas suffisamment de contrôle, donc à quel moment est-ce qu'on va les choper, ces produits problématiques? Au Canada, par exemple, les saumons GM ne sont pas étiquetés, ils sont OGM. Mais personne ne le sait. Voilà, il y a ça quand même. Et puis bon, le Brésil, j'en parle pas mal sur la viande. Il y a eu énormément de corruption du gouvernement. Il y a eu plein d'abattoirs qui ont fait venir des bêtes qui étaient tout à fait impropres en Europe. Et ça a vraiment inondé. Voilà, ces accords de libre-échange sont donc là, sont le CETA est appliqué en ce moment où il y a des exportations de viande animale aussi qui viennent vous dites du Brésil, mais d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là-dessus, on n'a pas de contrôle possible. Donc, si ça se trouve, c'est des animaux qui sont bourrés d'OGM ou d'antibiotiques, etc. Énormément de chevaux qui viennent d'Amérique latine, énormément. Et qui sont mélangés, on croit manger du bœuf et voilà, ou bien ça part dans des choses en catimini qu'on ne sait pas. Et pourtant, on le sait, l'Europe, la Commission européenne, a envoyé des batteries d'experts vétérinaires sur place qui ont fait des audits, que je mentionne aussi dans le livre, absolument hallucinants, où ils disent non, mais on n'a pas du tout d'informations sur la traçabilité. La traçabilité, c'est quoi? C'est que ça permet de savoir d'où viennent les aliments et où ça part. C'est une obligation. Mais là, c'est n'importe quoi. On a des bêtes qui viennent des États-Unis, ils n'ont même plus de passeport, ils sont archi-piqués, ils sont en mauvais état. Enfin, c'est vraiment affolant, sidérant. Et pourtant, ça continue. Si vous allez traîner dans les supermarchés, que vous regardez des produits à base de cheval, l'origine, souvent, est extrêmement vague. Ça a été transformé en Belgique, mais en fait, vous ne savez pas vraiment d'où ça vient, ou ça vient vaguement d'Amérique latine, mais vous ne savez pas si finalement, c'est ces fameuses bêtes qu'on a laissées mourir et qui ont malgré tout été transportées
transporter chez nous. Alors, vous poussez finalement au végétarisme. Je sais pas, parce que non, si non, mais je regarde... ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a un autre exemple que j'ai trouvé assez édifiant, parce que à la base de la bouffe végétarienne, il y a beaucoup les épices, quoi. Et vous dites que la moitié des épices vendues dans les petits... oui, on achète tous des épices. Tout ça, c'est pas des... Enfin, je veux dire... C'est quoi la fraude aux épices? Est-ce que vous pouvez décrire Ah un oui, moi petit je peu? regarde plus mes pots d'épices de la même façon, parce que je cuisine beaucoup. Un poivre, je crois que c'était un poivre sur 2, d'après les chiffres de la répression des fraudes, n'est pas vraiment du poivre, c'est-à-dire qu'ils sont coupés avec des substances de charge pour le rendre plus lourd. Donc ça va par exemple être du sable, des choses qui sont pas du tout comestibles et qui permettent... Pourtant le poivre, c'est pas super cher a priori, le poivre blanc moulu, qui vont leur permettre de faire... Les poivres qui sont chers, les poivres noirs. Oui, on est d'accord. Mais on ne parle pas des grains de compote. Mais même le curcuma, le cumin, le safran, le basilic en poudre, enfin, tout les ça. Les herbes vertes qui sont coupées avec des gens qui ont bien expertisé ça, me montraient qu'il y avait... eux, ils le voient, ils les mettent là à l'œil nu, ils voient qu'il y a des grignons d'olive qui sont donc mélangés. Donc là encore, on a un problème d'inégalité devant la bouffe, parce que si on veut être sûr, on va acheter de la... Mais enfin, à vous lire, c'est ce qui est flippant, parce que si on se dit, oui, je vais acheter bio, je vais aller dans on a tous dans les villes des boutiques bio, mais même là, on se fait avoir peut-être même plus là, parce que on se dit c'est bio, mais en plus il y a tout le trafic que vous décrivez sur le bio. Je ne pense pas plus, parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle, il y a beaucoup d'agents certificateurs, etc. Donc je ne pense pas plus. Mais comme c'est plus cher, hein, le bio, il y a beaucoup plus d'incitation, il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Donc il y a, je veux dire, entre un basilic bio ou un curcuma bio et un non-bio dans lequel c'est compliqué de faire la différence. Ouais. Pareil avec tous les labels de qualité, parce qu'on m'a demandé si ça valait le coup de donner plus d'argent, de se tourner vers... je pense à le riz de Camargue, AOP, pendant des années. Ah oui, j'ai vu vous parler du riz. Vous achetez jamais de riz basmati. Non, vous parlez du riz basmati. Si, moi je dis que de temps en temps, je fais des infidélités aux fameux riz asiatiques exotiques et je me tourne vers des AOP, riz de Camargue, etc. Et puis j'ai découvert, en me plongeant dans les décisions judiciaires, que ça faisait des années que, pas tous, mais beaucoup de producteurs recouraient à des pesticides qui étaient autorisés en Italie, en Espagne, et donc même si c'était interdit en France, ils considéraient que c'était tout à fait OK de les utiliser. Et donc ces produits... on les a mangés, en fait, ils ont été vendus. Alors, le problème, c'est que ça a duré un moment, jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper, jugés, et on a retrouvé, lors de saisies, énormément de bidons, de ces produits qui ne sont pas permis, parce que ça nuit à l'environnement, mais il y a aussi un problème de santé, il y a une vraie problématique. Même le riz pour bébé Baby Bio est affecté par ça. C'est pas tellement cette marque-là, c'est pour vous dire que le riz de Camargue, en fait, c'est AOP, c'est sympathique, c'est qualitatif, c'est local, et on retrouve ce riz de Camargue un peu partout, parce que c'est un produit labellisé en lequel moi j'avais confiance. Alors maintenant, ils ont été arrêtés, jugés, etc. Et je pointe du doigt cette affaire, mais j'ai aussi parlé quand même avec les fédérations qui défendent les producteurs locaux, etc. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils s'étaient sentis lâchés par les aides, qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Donc en fait, ils ont fini par craquer et à faire des choses illégales. Souvent, les fraudeurs, ils craquent pour des raisons financières, en se disant c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Et voilà, c'était la raison. On va encore prendre un exemple parce qu'il est édifiant et on va arriver aux solutions. Je voudrais qu'on parle un peu des solutions. C'est le miel. On achète du miel qui n'a rien à voir avec les abeilles. Comment c'est possible? Ouais, je crois que c'est 43% du miel qui n'en est pas vraiment, d'après les chiffres de la répression du fraude. Non, c'est hallucinant, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais là aussi, il y a différents types de fraude. Il y a, vous allez acheter du riz corse et en fait, c'est un mélange de riz qui vient d'ailleurs. Voilà, donc ça va vous allez vous dire aussi, label de qualité, ça inspire confiance, petit producteur, etc. Et c'est un producteur qui va acheter des miels qui ne sont pas nécessairement de mauvaise qualité. Vous n'allez pas en mourir, mais c'est pas ce qui est écrit sur l'étiquette, donc vous êtes trompé sur la qualité, il y a ça. Et puis, il y a tous ces miels. En fait, il y a une énorme demande, avec l'hécatombe qu'on voit sur les abeilles.
l'offre ne suit plus. Et en fait, la demande. Comment on fabrique du miel sans miel? Avec des sucres, avec toutes sortes d'adjuvants. Christophe Brousset, qui est un ancien trader de l'agroalimentaire, qui lui partait en fait partout dans le monde pour acheter des produits bon marché pour des grandes marques, mais aussi de la grande distribution, m'a raconté qu'il a vu en fait ces usines à faux miel en Chine qui sont absolument bluffantes. Et là où ils sont très malins, et ça c'est Interpol et Europol le disent, ils le répètent. En fait, les fraudeurs, ils ont toujours un coup d'avance. Ils savent comment, s'il y a des tests, ils risquent de se faire choper. Donc, en fait, ils savent ce qu'ils doivent mettre dans les produits pour contourner les tests en laboratoire. Et en Chine, ils sont très malins pour ça. C'est qu'ils ont développé des substances où, finalement, ils ne se font pas griller et les faux miels réussissent à pénétrer. Bon, dans des conditions parfois d'hygiène absolument atroces, ils le racontent dans le livre. Mais comme il faut du volume et que les supermarchés, finalement, tout ce qu'ils veulent, c'est le prix. Clairement, Christophe Brousset raconte, il fermait les yeux. C'était impossible d'avoir du vrai miel à ce prix-là. Mais moi, j'étais mandatée par telle marque, tel supermarché pour ramener X tonnes de miel. Il sera écrit miel et ça ira très bien comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ça termine dans nos rayons. Et ce qu'il y a, c'est que on disait tout à l'heure, parce qu'on va arrêter sur les exemples, parce que ça va casser le moral à tout le monde. Et d'ailleurs, une question personnelle, vous, qui vous êtes quand même hanté, c'est votre boulot depuis quelques années maintenant, dans votre propre consommation, comment vous faites pour vous en tirer, parce que vous êtes d'une méfiance de sioux, non? C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Déjà, je cuisine beaucoup, donc je ne mange pas de produits transformés, je n'ai pas de micro-ondes, donc j'aime bien. Puis de toute façon, j'adore cuisiner, mes enfants aiment ça aussi. Donc c'est que des produits frais? Je tâche, oui. Il m'arrive j'ai des enfants, donc il m'arrive d'acheter des produits qui font plaisir. Hein. En fait, je crois qu'il ne faut pas... J'ai pas le choix, en fait. Je suis obligée d'acheter quand même des produits en me disant, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas s'ils sont frauduleux, s'il faut... Alors moi, ce que je vais faire, j'ai votre 06, et la prochaine fois que j'ai en hypermarché, si j'ai un doute, je vous appelle. Mais en fait, le problème, c'est quand je vais en supermarché, j'ai l'impression de bosser. Et ça peut durer parfois des heures. Et mes collègues, c'est pareil, en fait. C'est terrible pour nous d'aller au supermarché parce qu'en fait, là, c'est les fraudes. Mais nous, on repère aussi tout ce qui est arnaque sur l'étiquette, c'est-à-dire tous les abus. C'est le marketing qui va vous dire ce produit, c'est ceci, cela. Et en réalité, vous allez avoir 0,00001% de ce qui est affiché à l'avant. Et il y a des enseignes qui montent en ce moment. C'est les Allemandes, Aldi, Lidl et tout. En quelques années, ils occupent beaucoup le terrain en France. Est-ce qu'ils sont plus suspects que d'autres? En fait, je ne suis pas capable de dire allez plutôt acheter ça. Et même, ce n'est pas notre rôle parce que chez Foodwatch, on s'interdit de dire aux gens ce qu'ils doivent manger, pas manger. D'ailleurs, on ne juge même pas. Si vous êtes fan de malbouffe, très bien. Mais ce qu'on veut, c'est que les étiquettes soient honnêtes, que vous ayez des produits sains et pas frauduleux. Donc finalement, vous mangez un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de marque meilleure que d'autres. On ne s'amuse pas, nous, à faire des comparatifs et des classements. Donc je peux pas, je suis désolée, mais je ne peux pas vous dire. Non, mais là, allez-y les yeux fermés et là, méfiez-vous. Je tiens quand même à dire que le low cost, ça ne veut pas dire synonyme de pauvre qualité. Hein. J'en parle, en fait, des labels de qualité, des marques chères, des champagnes qui n'en sont pas... Enfin, c'est pas parce qu'on achète cher et chic et des grandes marques qu'on peut avoir confiance, les yeux fermés. Pas du tout. Hein. Vous citez mon copain Roberto Saviano à la fin, et je voudrais qu'on en arrive pour finir cet entretien démoralisant. Cet entretien. Non, il y a des solutions, on va en parler. Voilà, les solutions. Alors lui, il dit, c'est là où on peut responsabiliser les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Saviano dit, le lecteur peut beaucoup, en s'intéressant, comprenant, signalant les faits, il peut forcer les institutions à prendre une position beaucoup plus forte qu'elles ne l'ont déjà fait. Vous l'avez rencontré, Saviano, quand vous étiez en Italie? Ouais. Non, pas en Italie, quand il est passé à Paris, ouais. Et donc lui, il est sensible à ces questions de mafia et de bouffe, non? Enfin, on n'a pas parlé bouffe, on avait parlé de son nouveau livre qui sortait à l'époque, mais clairement, en fait, il y a la mafia, là, on en a parlé, puis c'est un peu impressionnant, ce crime organisé, mais il faut savoir qu'il y a aussi des petits fraudeurs. Ça peut être un petit producteur qui décide que finalement, son produit contaminé, c'est pas grave, on va le mélanger et ça passera crème, et de toute façon, il se fera pas avoir. Donc, il faut pas avoir la paranoïa de tout ce crime organisé. C'est un vrai problème. Interpol et Europol disent attention, c'est exponentiel. D'année en année, ça augmente et on a un vrai souci et il faut s'en occuper. Mais oui, voilà. Oui. Alors, sur les solutions, qu'est-ce qu'on a? On a la Cour de justice européenne, la Cour des comptes, les tribunaux. Comment et puis on a aussi les politiques, quoi. Être un lobby suffisamment fort pour imposer des lois.
On voit bien que c'est une question de santé publique, on voit bien que c'est une question de pouvoir d'achat, on voit bien que c'est une question d'une gravité extrême. De confiance aussi, de confiance. Oui. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que Foodwatch et qu'est-ce que vous, Ingrid, vous préconisez comme solution pour se sortir de cette fraude alimentaire qui pourrit nos vies, quoi? Ah, c'est vrai que c'est une question prioritaire. Et après la publication du livre, la répression des fraudes, la DGCCRF, nous a dit, et on va les rencontrer là dans quelques jours, donc on mettra ça en place sur le site. Ils nous ont dit que c'était une question prioritaire pour eux et qu'ils allaient s'en saisir et vraiment travailler dessus quand la France va prendre la présidence de l'UE, là, à partir de janvier, pendant 6 mois. Donc ça, c'est sympa. Là, sur le papier, c'est sympa. Le problème, c'est comment, en fait, ils vont s'y attaquer. On a lancé, en même temps que la parution du livre qui est sorti en mars dernier, on a lancé une pétition qui a déjà dépassé une 30aine de milliers de signatures, où on mobilise les gens, on leur demande d'être avec nous, parce que ça nous permet de peser sur les décisions politiques. Ce qu'on réclame, c'est la transparence. On voit bien, on fait le constat que la fraude est là, en fait. Elle est chez nous, elle est dans les supermarchés, les restaurants, elle est en ligne aussi. Il y a beaucoup aussi de trafic en ligne, mais en fait, on n'a pas accès à l'information. Et mon enquête a montré que dans d'autres pays, on a accès. Si vous êtes danois et que la répression des fraudes fait un contrôle dans votre boulangerie du coin et va trouver des crottes de souris sur le plan de travail ou des choses avariées, etc., vous allez avoir le rapport en ligne. Vous allez y accéder et l'établissement va prendre une mauvaise note et à cause de cette publicité et de cette transparence, va très rapidement faire ce qu'il faut pour récupérer une bonne note. Et donc, c'est un cercle vertueux. La transparence, c'est très bien aussi pour contraindre les fabricants, finalement, à travailler honnêtement et sainement. Et puis, c'est aussi utile pour les gens qui travaillent bien. Parce qu'actuellement, avec l'opacité telle qu'elle est en France, finalement, ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent mal sont logés à la même enseigne. C'est pareil, en fait, que vous soyez honnête ou pas. Donc, on milite énormément pour cette transparence. On pense que ça redorerait la confiance des consommateurs et puis ça montrerait... En fait, ils font le job. Ils font le job dans la mesure du possible, c'est-à-dire avec les moyens ridicules. Hein. Franchement, il faut le dire. En priorité, il faut se donner les moyens. Ils font le job, c'est quoi, la répression des fraudes Oui, la répression des fraudes, les contrôleurs de la DGAL, les contrôleurs... À Bercy, il y a eu pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des restrictions budgétaires. Des écrémages de fous, oui, ils n'ont plus les moyens. Ils sont plus nombreux, enfin, ils n'y arrivent plus. Non, et les laboratoires, pareil, en fait, donc ils moi, sont je veux très bien menacés. qu'ils disent qu'ils ont la présidence européenne, mais s'il n'y a pas derrière les fonctionnaires qui vont faire les contrôles, c'est vraiment des paroles en l'air, quoi. On est d'accord. En fait, c'est le point 1 qu'on va évoquer avec eux quand on va aller les rencontrer. On va dire, tout ça, c'est bien joli, vous allez en faire une priorité. Alors, on sait quelle est leur priorité, parce qu'ils l'ont déjà évoqué. Ils vont se battre pour avoir une task force européenne, une espèce de super FBI de la bouffe à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, s'il y a des problèmes, et on sait que ça circule, l'alimentation, en fait, on n'a pas les pouvoirs d'aller enquêter dans les autres pays, d'aller chercher des documents, d'aller faire des saisies, etc. Il n'y a pas cette collaboration formellement qui est gravée dans le marbre et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de pays, en fait, on s'en fout complètement des problèmes. La Pologne, la Serbie... Voilà, il y a des pays où c'est problématique. Donc on sait que la France va porter ce projet de super task force. Alors on ne peut pas être contre, c'est chouette, c'est une bonne idée, c'est essentiel, mais ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut aussi, c'est effectivement sur le terrain, il faut démultiplier les recrutements parce qu'on ne peut pas avoir confiance. On ne peut pas avoir confiance les yeux fermés en les industriels, les restaurateurs, les supermarchés pour vous dire... On a un souci, la fraude est là, voilà, comment on a géré, vous ne le saurez pas s'il n'y a pas une autorité forte qui s'en occupe. Est-ce qu'il y a des services de police ou de gendarmerie qui sont spécialisés sur ces questions ou ça n'existe pas ? En France, en fait, on n'a pas une unité spéciale dédiée à la fraude alimentaire. Ça existe en Grande-Bretagne, en Irlande, en Écosse, au Danemark. En France, on n'a pas d'équipe pluridisciplinaire. Et j'insiste sur le pluridisciplinaire parce qu'en fait, la fraude alimentaire touche à un paquet de choses. Ça peut être le recours à des sans-papiers pour récolter vos raisins, ça peut être il y a des pages édifiantes là-dessus sur les pauvres migrants sur les fruits et légumes qui sont payés. Enfin, ça participe d'ailleurs de la fraude alimentaire, quoi. C'est une info à laquelle vous n'avez jamais accès. Cette semaine, Europol a communiqué à ce sujet. Ils ont fait une grosse opération européenne, mais il n'y a rien dans les médias français ni sur les sites officiels français. Je crois qu'il y a à peu près 100 personnes qui ont été victimes d'exploitation sur des vignobles en France. Il y a eu, je ne sais pas combien d'arrestations, près de 100 victimes d'exploitation dans les vignobles français et aussi en Italie et en Espagne. C'est quoi ces victimes ? Des victimes d'exploitation, des travailleurs qui étaient là pour récolter
récoltés, mais sans papier, illégaux, enfin une grosse opération. Et là, c'était tout récent. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on consomme ces produits et on ne sait pas en fait que ces grandes marques, ces grands fabricants, finalement, ont recours à des pratiques illégales. Donc, solution. Si on en vient aux solutions, la transparence. Clairement, ça serait vertueux, à la fois pour ceux qui bossent bien et pas, et parce que nous, on a le droit de savoir. Moi, je voudrais savoir si j'en ai mangé, si j'en ai donné à mes enfants et où je dois faire attention. Je trouve qu'on a le droit de savoir et c'est possible. La Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué sur ça. C'est possible, c'est pas interdit. Si les États membres veulent le faire, et ça se passe ailleurs en Europe, on peut le faire. C'est juste un choix politique. Donc, il y a une volonté, finalement, de verrouiller ou de pas trop lever le couvercle de la marmite et de gérer ça bien, mais gérer, c'est-à-dire pas de prévention. Donc il y a aussi tout le plan de prévention. On voudrait qu'il y ait des obligations aussi sur les entreprises. Comme il y a un pack hygiène, il faudrait qu'il y ait un pack fraude, en fait, où ils doivent donner des garanties qu'ils ont mis en place des garde-fous pour être sûr que les produits frauduleux n'entrent pas dans leur chaîne et qu'il y ait derrière, du coup, des vérifications. Et qui dit vérification dit potentiellement sanctions. Mais tout ça, on n'a pas. On n'a pas ça en France. Il faut aussi un système qui permet aux lanceurs d'alerte d'alerter les autorités. Moi, j'ai recueilli pas mal de témoignages de lanceurs d'alerte, de gens qui disaient « mais si on avait ce système, moi, j'en peux plus, je me regarde pas dans le miroir, j'ai quelque chose là que je veux faire remonter qui menace la santé publique et il n'y a pas de canal pour ça, avec aucune garantie que ces alertes seraient traitées en France. » Donc, il faut organiser... c'est la loi sur les lanceurs d'alerte qui a du mal à passer. Il y a une maison des lanceurs d'alerte qui est en train de se créer. Avec Foodwatch, on fait partie de la maison des lanceurs d'alerte, mais la directive n'est toujours pas transposée en France. Donc, ça, c'est un vrai problème. La France est super en retard sur ça et donc il faut mettre en place des choses. Il suffira pas d'avoir des lanceurs d'alerte, il faut aussi s'assurer du traitement et que ça aille jusqu'au bout. Mais comment on va faire si on n'a pas les équipes pour? Donc il faut vraiment s'emparer de ça. Et des obligations pour les industriels, pour les laboratoires, de faire remonter aux autorités, parce que pour l'instant, c'est bien commode de ne pas savoir finalement. Ça permet de ne pas avoir à les traiter. Donc voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir le soutien des gens qui viennent signer la pétition et puis surtout, on va bousculer les autorités en disant, bon, vous voulez en faire une priorité, parlons-en. Avec quels moyens, quel agenda, quelle stratégie est-ce qu'on va vraiment avoir un système préventif? Et est-ce que la Cour de justice européenne est équipée? Enfin, est-ce qu'il y a des exemples d'affaires qui peuvent aller jusque-là ou pas? En fait, l'arrêt auquel je fais référence, et que je mentionne dans le livre, c'était en Allemagne, c'est organisé par Länder. Donc finalement, ils décident un petit peu chacun dans leur coin. Il y a une autorité qui avait décidé de balancer tout. Les noms, enfin, il y avait eu des problèmes et donc l'entreprise n'était pas super contente pour son risque réputationnel. Elle était allée aux juridictions allemandes et après seulement on peut aller à la Cour de justice de l'Union européenne qui avait donné raison, il y a une jurisprudence qui avait donné raison à Länder en disant vous avez tout à fait bien fait. Les citoyens ont le droit d'être informés. Et vous enquêtez sur quoi en ce moment? Vous êtes sur quel encore un autre bouquin ou pour Foodwatch, vous êtes sur quoi? Oh là là, mais on a plein d'enquêtes. Ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est ce qui se passe avec le lobby des fabricants charcutiers et traiteurs contre une action qu'on a montée avec la Ligue contre le cancer et Yuka sur les nitrites ajoutés dans la viande. Vous savez que ça favorise un certain nombre de cancers. Malheureusement, ces additifs, c'est très controversé. On veut les faire arrêter, on veut les faire interdire. Il y a un projet de loi qui est sur la table et qui va être discuté début 2022. Et les lobbies, donc Yuka est avec nous, donc ça a eu un impact parce que ça informe les gens des risques potentiels pour la santé. Quand vous scannez un produit, du coup, vous avez l'info en disant bon, celui-là, ça craint un peu. Yuka, ça vous aide d'ailleurs, cette application, elle est bénéfique pour ça. Ça donne l'information directe, ouais. Et donc les lobbies charcutiers sont pas d'accord, même si la FICT, ça s'appelle Fédération des charcutiers traiteurs, englobe pas mal de fabricants qui fabriquent du sans nitrite. Ils sont quand même allés devant les tribunaux, le tribunal du commerce. Pour vous empêcher de... Pas nous. Nous, on n'est pas attaqués parce qu'on est une ONG, une association, mais ils ont attaqué Yuka, qui est une entreprise, pour dire non, mais vous allez arrêter d'informer les gens. Vous nuisez à notre business, on veut continuer de produire nos produits, à la fois du sans nitrite et du nitrite, et vous n'allez pas nous pourrir la vie. En fait, ils préfèrent étouffer et bâillonner l'information que de se remettre en question, alors que le sens de l'histoire, c'est ça. On va essayer, nous, à Blast, c'est une de mes idées depuis le début, de créer un poste de journaliste, ou en tout cas de sortir des enquêtes consommation, quoi. Mais pour ça, il nous faut des moyens. D'ailleurs, j'en appelle aux gens qui nous regardent, pour produire ce genre d'émission, nous, on ne vit que des dons et des abonnements, quoi. C'est 5 € par... Et c'est défiscalisé, c'est 5 € par mois défiscalisé. Donc j'invite les gens à s'abonner à Blast et à nous soutenir pour qu'on puisse continuer
à pouvoir vous inviter, à vous donner la parole, parce que c'est vrai que vous affrontez à des démons et nous aussi, quoi. Donc, mais il y a comme une évidence à travailler ensemble. Et si on veut vous lire, il faut aller sur le site de Foodwatch, parce que le produit de vos enquêtes, c'est là-dessus que vous le publiez. Bon, ça, c'est une enquête au long cours, donc vous ne la retrouverez pas toute sur le site. Vous retrouverez quelques éléments. Mais là, par exemple, ce sur quoi vous travaillez, vous parlez de plein de campagnes. Mais c'est souvent justement pour aller tacler et dénoncer les pratiques des lobbies. En fait, les citoyens ne sont pas informés de ces pratiques abusives, de ces magouilles, de comment on essaye de vous la faire à l'envers. J'espère qu'on les aura un peu éclairés aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on peut se donner rendez-vous peut-être dans un an pour voir comment ça évolue, quoi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ingrid. Merci. Au revoir.